Bonjour, c'est la deuxième partie de la séance 9 du cours de biostatistique et informatique destiné aux étudiants de la première année médecine de l'université de Bath-Nato. Dans cette séance, on était concerné par les variables aléatoires. On a donné les définitions concernant les variables aléatoires de façon générale. Et on a ensuite considéré le cas particulier d'une variable aléatoire finie. Maintenant, on parle de la notion de variable aléatoire dénombrable. C'est semblable ou similaire à la notion de variable finie. Pour définir une variable finie, on a dit qu'on considère une suite d'éléments, plutôt on considère une suite de nombres réels, x1 jusqu'à xn, et on considère une suite de nombres qui sont les probabilités de ces nombres. Une suite de nombres P1, P2, Pn avec la somme est égale à 1. Pour les variables aléatoires, on définit un variable aléatoire non pas par un ensemble fini de nombres réels, mais par un ensemble dénombrable, c'est-à-dire par une suite de nombres réels, x1, x2, etc. Et à chaque x1, on associe une probabilité notée P2 avec la somme infinie des nombres P1, P2 jusqu'à l'infini est égale à 1. Donc, la définition est semblable, la définition d'une variable dénombrable est semblable à celle d'une variable finie. On ne va pas tarder beaucoup là parce que dans les exercices, on considère dans la plupart des cas soit une variable finie, soit une variable définie par une densité. Les variables aléatoires dénombrables sont rarement utilisées ou rarement abordées dans notre cours. Voilà, donc, de même, l'espérance est définie par une expression semblable. L'espérance mathématique pour une variable dénombrable. Elle est définie par la même expression que celle utilisée pour l'espérance d'une variable finie. La seule différence est ici. Dans le cas d'une variable finie, c'est une somme finie, et variant de 1 jusqu'à n. Mais dans le cas de variable dénombrable, c'est une somme infinie, c'est-à-dire donnée sous la forme d'une limite des sommes partielles. De la limite des sommes partielles. La même chose pour la variance. La variance est définie par la variance pour une variable dénombrable est définie par une expression semblable à celle donnée pour la définition de la variance d'une variable finie. On utilise le symbole sigma. Mais ici, la somme est infinie. Pour le cas d'une variable finie, la somme, c'est de 1 jusqu'à n. Mais ici, c'est la somme infinie. Bien sûr, puisque c'est une somme infinie, c'est une limite des sommes partielles. On a également la formule de Koenig-Huygens pour la variance d'une variable dénombrable. C'est cette formule. Donc, la variance de x, c'est toujours l'espérance de x carré moins le carré de l'espérance de x qui est donnée par cette expression. Mais ici, on remarque que la somme est infinie. C'est la même expression donnée pour le cas d'une variable finie. Seulement, la seule différence, c'est que ici, c'est une somme infinie. OK. On considère donc ici un exemple rapidement. Donc, si on considère l'ensemble des entiers, oméga c'est l'ensemble des entiers, et on considère la probabilité de chaque entier n, c'est 1 divisé par 2n, on peut vérifier que la somme de ces probabilités
est égal à 1. Donc, si on considère l'ensemble des entiers avec l'attribut si toutes les parties de n, où la probabilité de chaque entier n est égale à 1 deuxième, alors ainsi, on définit une probabilité sur l'ensemble des entiers. Plutôt, on définit une variable aléatoire dénombrable sur l'espace fondamental oméga, qui est l'ensemble des entiers naturels. On passe maintenant à la notion importante de variable aléatoire définie par une densité, appelée dans certaines références de variable continue. Donc, dans notre cours, on concentre notre exposé essentiellement sur les variables finies et les variables définies et les variables aléatoires définies par une densité. Donc, on a parlé des variables finies, d'une variable aléatoire finie. Maintenant, on parle des variables aléatoires définies par une densité. On commence par définir ce qui est une fonction continue par morceau. Une fonction continue par morceau, c'est une fonction définie de l'ensemble réel dans l'ensemble réel, c'est-à-dire à tout x appartenant à R associé un nombre f de x appartenant également à R. Alors cette fonction est dite continue par morceau si on peut partager ou diviser l'ensemble des réels en des intervalles, où la fonction est continue sur chacun de ces intervalles. Et les extrémités ne sont pas continues. La fonction n'est pas forcément continue dans les extrémités de chaque intervalle. Considère l'exemple suivant d'une fonction continue par morceau. Donc si on considère la fonction f de x qui est définie de R dans R, f de x est égal à moins 1, c'est constante, pour tout x inférieur ou égal à 0, est égal à 1 pour x supérieur strictement à 0. Alors cette fonction, on peut vérifier évidemment que cette fonction est continue sur l'intervalle de moins l'infini à moins 1. Moins 1 est continu dans cet intervalle, c'est-à-dire la fonction est continue également au point moins 1, et elle est continue dans l'intervalle de 1 à plus l'infini. Elle n'est pas continue ici, elle n'est pas continue en 1. Non, pardon. Plutôt, pardon. Donc, est égal à moins 1 dans l'intervalle de moins l'infini à 0 et non de moins l'infini à moins 1. Donc, la fonction continue dans l'intervalle de moins l'infini à 0 et elle est également continue en 0. Et elle est continue dans l'intervalle de 0 à plus l'infini, elle n'est pas continue en 0. Donc, cette fonction définie de cette façon, c'est un exemple d'une fonction continue par morceau, parce qu'on a divisé R, l'ensemble des réels, en deux intervalles, moins l'infini jusqu'à 0 et 0 jusqu'à plus l'infini. Et la fonction est contenue sur chacun de ces intervalles sans compter les extrémités. Une fonction densité maintenant, on donne maintenant la définition d'une fonction densité. Donc, une fonction densité, c'est une fonction définie de R dans R. Elle est continue par morceau et vérifie les deux conditions suivantes. Elle ne prend pas de valeur négative, c'est-à-dire elle est supérieure ou égale à 0 pour chaque x. Et l'intégrale sur tout R de cette fonction est égale à 1. Donc, on a deux conditions. La fonction positive, plutôt trois conditions. La fonction continue par morceau, elle est positive, et l'intégrale, bien sûr, puisqu'elle est continue par morceau, son intégrale existe, et son intégrale sur tout R est égale à 1. Donc, une fonction densité, c'est une fonction qui vérifie ces trois conditions. Maintenant, on passe finalement à la définition d'une variable, variable aléatoire définie par une densité. Donc, on dit qu'une variable aléatoire x sur un espace probabilisé est définie par une densité s'il existe une fonction densité
c'est-à-dire une fonction de R dont R continue par morceau et bénéficie de conditions telles que la probabilité de chaque intervalle pour cette variable est égale à l'intégrale de la densité sur cet intervalle. Propriété, pour une variable aléatoire définie par une densité, la probabilité d'un point unique est égale à 0. Il faut se rappeler cette propriété, elle est très importante. Donc, puisque la probabilité en un point pour une variable définie par une densité est nulle, donc ajouter ou soustraire un point à un intervalle ne change pas la probabilité. Voilà, donc la probabilité d'un intervalle fermé des deux côtés est égale à la probabilité du même intervalle semi-ouvert, c'est-à-dire où on a extrait ou soustrait la première extrémité. Également, c'est la probabilité du même intervalle si on extrait la deuxième extrémité, et est égale également à la probabilité du même intervalle si on ne compte pas les deux extrémités A et B. Ça, c'est une propriété très importante qui différencie les variables définies par une densité. Parce que dans le cas de variables finies, faites attention, la probabilité d'un point n'est pas forcément 0. Okay? Donc, pour un intervalle, pour une variable finie, cette probabilité n'est pas la même. Les probabilités de ces trois intervalles ne sont pas forcément égales. On considère ici un exemple. Si on pose g de x, c'est la fonction définie de la façon suivante. Donc la fonction bien sûr g de x est définie c'est tout R. Pour x compris entre 0 et 1, cette fonction est égale à x divisé par 2, la moitié de x. Pour x compris dans l'intervalle de 2 jusqu'à 3, notre fonction est égale à 3 fois x moins 2 sur 2. Et cette fonction est égale à 0 pour le reste des points de R. C'est-à-dire, elle est 0 pour moins l'infini jusqu'à 0. Elle est 0 de l'intervalle 1 à 2 ouvert. Et elle est 0 sur l'intervalle de 3 à plus l'infini. Donc, on peut vérifier facilement que cette fonction est une densité, bien sûr, parce que cette fonction est continue par morceau, parce qu'on divise ici R en trois intervalles, de moins l'infini à 0, et de 0 à 1, de 1 à 2, de 1 à 2, et de 3 à plus l'infini. Combien d'intervalles? Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on a divisé ici notre R en 5 intervalles où la fonction, elle est définie par la même expression dans chacun de ces intervalles. Donc, elle est continue dans chacun de ces intervalles sans compter les extrémités. Donc, elle est continue par morceau. Deuxièmement, la condition 2, on peut vérifier que pour tout x, cette fonction n'est pas négative, c'est-à-dire elle est supérieure ou égale, sa valeur est supérieure ou égale à 0. Et on peut calculer l'intégrale sur tout R de cette fonction en calculant sur chacun des intervalles où la fonction est définie par la même expression. Donc, l'intégrale de moins l'infini jusqu'à plus l'infini de g de x, c'est égal à l'intégrale de moins l'infini à 0 qui est 0, plus l'intégrale de 0 à 1 qu'on calcule ici, plus l'intégrale de 1 à 2 qui est 0, puisque la fonction est 0, plus l'intégrale de 3 à 2 qu'on calcule ici, plus l'intégrale de 3 plus l'infini qui est 0. Donc, il ne reste que la somme de deux intégrales, cette intégrale et cette intégrale. Bien sûr, pour calculer l'intégrale des fonctions, si cette fonction a une primitive, alors on peut utiliser cette primitive. Donc, la primitive de cette fonction, c'est x2 sur 4. Donc, l'intégrale sur l'intervalle 0,1 de cette fonction, c'est la valeur de la primitive en 1 moins sa valeur en 0. Donc, c'est 1 quart moins 0, plus l'intégrale de cette fonction. Donc, pour calculer l'intégrale de cette fonction, on prend la primitive de cette fonction. La primitive de cette fonction est 7. Donc, on fait sortir 3,5 à l'extérieur de l'intégrale. C'est propriété de l'intégrale définie. Et on considère la primitive de la fonction x moins 2. OK, qui est x moins 2
au carré. Donc, on applique la formule, donc on trouve 1 quart plus 3 quarts qui est égal à 1. Donc, l'intégrale de notre fonction g de x de moins l'infini à plus l'infini est égal à 1. Donc, les trois conditions d'intensité sont vérifiées pour la fonction g de x. Donc, g de x est une fonction densité. L'espérance, définition de l'espérance et la variance, l'écart type d'une variable aléatoire définie par une densité. L'espérance et la variance d'une variable aléatoire définie par une densité donnée par une expression semblable. Donc, l'espérance et la variance d'une variable aléatoire définie par une densité est donnée par une expression semblable à celle donnée pour les variables finies. Seulement, le symbole sigma est remplacé par le symbole intégral. OK. Donc, l'espérance d'une variable aléatoire donnée par une densité f de x, l'espérance, c'est l'intégrale du produit x fois f de x sur toute r. Ça, c'est la définition de l'espérance d'une variable aléatoire définie par une densité. La même chose, la variance d'une variable aléatoire donnée par une densité, la densité f de x, la variance, c'est l'intégrale de la fonction x moins e de x qui est un nombre fixe au carré multiplié par f de x, l'intégrale sur toute r. Dans le cas d'une variable finie, ce symbole, c'est le symbole sigma. Donc, c'est une expression semblable seulement. On remplace le symbole sigma par le symbole intégral. Et l'écart type, également, c'est la racine carrée de la variance. On a également une formule de Koenig-Huygens, semblable à la même formule pour les variables aléatoires finies, donc la variance dans des variables aléatoires définies par une densité f de x. C'est l'intégrale de x carré f de x sur tout r moins le carré de l'espérance de x. Donc c'est l'espérance de x au carré moins le carré de l'espérance de x. On considère, pour illustrer ça, on considère un exemple. Donc on reprend l'exemple précédent où notre variable aléatoire est définie par la densité g de x définie ici. Donc définie par trois expressions plutôt, ça et ça et ça. Voilà, donc faisons le calcul. L'espérance, c'est l'intégrale de x fois g de x. Donc ici, x fois g de x. Donc puisque dans l'intervalle de moins l'infini, puisque g de x c'est 0, donc ça disparaît, c'est 0. L'intégrale de 0 à 1, puisque la fonction densité ici x sur 2, donc x fois x sur 2, ça devient x4 sur 2, donc on intègre x4, plutôt x2 sur 2 sur 0 à 1, plus l'intégrale de 1 à 2 qui est 0, donc ça disparaît. Il reste l'intégrale c'est l'intervalle 2 tiers. Notre fonction, c'est densité ici x moins 2, c'est 3 demi fois x moins 2. En multipliant par x, ça devient comme ça. Donc c'est 3 tiers de x fois x moins 2. Et l'intégrale sur l'intervalle 3 plus l'infini, c'est 0, puisque j'ai de x, c'est 0. Lorsqu'on multiplie par x, ça reste 0. Donc, il nous reste deux nombres, 7 intégrales définies et 7 intégrales définies. Toujours pour calculer une intégrale, la même formule, on considère la primitive de la fonction, la primitive de ça, c'est cette fonction, et on prend notre intégrale, c'est la différence entre la valeur de la primitive sur l'extrémité la plus grande, moins sa valeur sur l'extrémité la plus petite. Donc, on trouve ici donc 1/6 pour ça, et cette différence pour cette quantité. Au total, on trouve 52 sur 24. Donc, l'espérance de x pour cet exemple, c'est 52 divisé par 24.
La même chose pour la variance. La variance, donc, si on applique directement la formule de Koenig-Huygens, donc c'est l'intégrale de x carré fois g de x moins le carré de l'espérance. Donc, c'est la même chose. Il nous reste deux intégrales, l'intégrale sur 0,1 et l'intégrale sur 2 tiers, parce que les autres sont nuls. Donc ici, g de x, c'est x sur 2. Lorsque multiplié par x carré, ça devient x3 sur 2. Donc on intègre cette fonction sur l'intervalle 0,1. De la même façon, on considère la primitive de cette fonction qui est x4 sur 8 et on prend la différence entre la valeur de la primitive en l'extrémité supérieure et l'extrémité inférieure. Ici, pour l'intervalle de 2 à 3, g de x, la densité, c'est 3,5 fois x moins 2. Lorsqu'on multiplie par x carré, ça prend cette forme. Donc, on considère la primitive de cette fonction qui est ici. Et l'intégrale définie de 2 à 3, c'est la différence entre la valeur de la primitive en l'extrémité supérieure et sa valeur en l'extrémité inférieure. Donc, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve cette différence. Et bien sûr, moins le carré de l'espérance. L'espérance, on a déjà calculé, c'est comme 2 sur 24, moins donc le carré de ce nombre. Et au total, on trouve que la variance est égale à peu près 3,81. On passe maintenant à la notion de fonction de répartition des variables aléatoires de façon générale. Pour définir une loi de probabilité d'une variable aléatoire, on peut définir, on a deux façons. La première façon, c'est de définir les probabilités des événements. On peut aussi utiliser ce qu'on appelle la fonction de répartition, qui est une fonction qui cumule les probabilités. On va la définir ici rigoureusement. Donc, voilà donc la définition rigoureuse. Donc, la fonction de répartition d'une variable aléatoire, discrète ou continue, de façon générale, des variables aléatoires quelconques. Donc, la fonction de répartition, c'est une fonction définie sur tout R, comme la fonction de densité. C'est une fonction définie sur tout R. Mais la fonction de répartition est définie de la façon suivante. Si on prend un nombre réel x, l'image de x par la fonction de répartition, c'est quoi? C'est la probabilité de tout l'intervalle de moins l'infini à x. C'est la probabilité x inférieur ou égal à x. C'est-à-dire, c'est la probabilité de l'événement défini par oméga appartient à l'intervalle de oméga, tel que x oméga appartient à l'intervalle de moins l'infini à x. Donc c'est pour cela qu'on dit que en anglais, on appelle ça la fonction cumulative. Pourquoi? Parce qu'elle cumule les probabilités. Si x1 est plus grand que x2, alors la probabilité de x1, alors la fonction de répartition de x1 est plus grande que la probabilité, que la fonction de répartition de x2. Okay, parce que l'intervalle de moins l'infini à x1 est plus grand que l'intervalle moins l'infini à x2 dans ce cas. Les propriétés d'une fonction de répartition. La première propriété, c'est que cette fonction de répartition est comprise entre 0 et 1. Pourquoi? Parce que c'est une probabilité. C'est l'image de x pour cette fonction de répartition, c'est la probabilité de l'intervalle de moins l'infini x. Donc c'est une probabilité. Donc cette probabilité est comprise entre 0 et 1. La deuxième propriété, cette fonction croissante, bien sûr. Parce que si on prend x1, comme je l'ai dit, supérieur ou égal à x2, alors la probabilité, alors f de x1, c'est la probabilité de l'intervalle moins l'infini à x1. Et la probabilité f de x2, c'est la probabilité de l'intervalle moins l'infini à x2. Et puisque l'intervalle 0, moins l'infini x2 est inclus dans l'intervalle moins l'infini à x1, évidemment, le f de x1 est supérieur ou égal à f de x2. Donc, on a la croissance. Donc, la croissance veut dire que si x1 est supérieur à x2 de nombre, alors f de x1 est supérieur à f de x2. Les deux conditions, ces deux conditions, en 3,
on les admet. On les admet comme ça. Elles sont toujours vérifiées, et c'est difficile de le démontrer, donc on les admet. On admet que f de moins l'infini, qui est défini par la limite de f de x pour x tendant vers moins l'infini, c'est 0. Et on admet que f de plus l'infini, qui est égal à la limite de f de x pour x tendant vers plus l'infini, c'est 1. Donc, ces deux propriétés, on les admet. On considère maintenant des exemples sur les fonctions de répartition. On commence par la fonction de répartition d'une variable fine. On considère donc ici l'exemple simple du G d'une pièce de monnaie. Donc, on considère une pièce de monnaie. Dans une face, on inscrit 1, on inscrit 0, et dans l'autre face, on inscrit 1. Donc, on jette, plutôt, on considère deux pièces, ou on jette la même pièce deux fois. Ok. Donc, on considère deux pièces de monnaie. Dans chacune de ces pièces, on inscrit sur une face 0, et dans l'autre face, on inscrit 1. On jette donc les deux pièces en même temps et on vérifie le résultat de chacune des deux pièces. 1 au 0. Et on définit la variable aléatoire x comme étant la somme des résultats des deux pièces. Donc ici, l'ensemble fondamental, puisqu'on jette deux pièces de monnaie, l'ensemble, l'espace fondamental et l'ensemble des résultats possibles pour cette expérience. Donc l'ensemble des résultats possibles est donné par le résultat de la première pièce et le résultat de la deuxième pièce. Donc puisque la première pièce a deux résultats possibles 0, 1, également la deuxième pièce a deux résultats possibles 0, 1, donc au total on a 2 fois 2 résultats possibles. Donc soit 0, 1, soit 0, 2, soit 1, 0, soit 1, 1. Donc c'est cet ensemble fondamental. Pour chaque résultat possible, on associe la valeur de la variable x qui est la somme des deux résultats. Donc x ici, notre variable aléatoire, a trois résultats possibles. Donc la somme est soit 0 si les deux pièces donnent 0, soit 1 si l'une des deux pièces donne 0 et l'autre donne 1, et 2 si les deux pièces donnent 2. Et on est dans un espace équiprobable. Donc la probabilité de chaque valeur, c'est la somme des résultats possibles correspondant à ce nombre. On peut définir la loi de notre variable aléatoire dans ce tableau. Okay? Donc on a notre variable aléatoire qui est la somme des résultats de deux pièces. Les valeurs possibles sont 0, 1 et 2. La probabilité de 0, c'est un quart parce qu'il y a un seul résultat possible qui donne 0, c'est le couple 0, 0. Ici 1 parce qu'il y a deux résultats possibles, qui est le 0, 1, le couple 0, 1 ou 1, 0. Donc c'est 2 divisé par 4 parce que le nombre des cas possibles c'est 4. Et ici, c'est un quart parce qu'il y a un seul couple qui donne 2. C'est le couple 1, 1. Et bien sûr, donc la loi de probabilité de notre variable aléatoire définie dans cet exemple, elle est donnée par ce tableau à deux lignes. La fonction de répartition pour f de 0. F de 0, on considère donc l'intervalle de moins l'infini à 0. Il y a deux résultats possibles. Plutôt, il y a un seul résultat possible qui est le couple 0, 0. Donc la probabilité, c'est P de 0. Donc F de 0, c'est un quart. F de 1, on prend donc l'intervalle de moins l'infini jusqu'à 1. On considère les probabilités de notre variable aléatoire et on somme. Donc il y a deux valeurs. Donc il y a 0 ou 1. Donc on somme les probabilités, les deux probabilités. Donc c'est 1 quart plus 1 demi, c'est 3 quarts. Et pour 2, on considère l'intervalle f de 2, c'est la probabilité de l'intervalle de moins l'infini à 2. Donc on considère
les valeurs qui sont dans cet intervalle, les valeurs de x qui sont toutes les valeurs. Donc on somme toutes les probabilités et on trouve 1. Ici, bien sûr, on peut définir ici la probabilité pour x inférieur ou égal à xi. Si x est inférieur ou égal à xi, notre fonction constante est égale à 1 quart également. Pour x inférieur ou égal pour x inférieur ou égal, non, ici non, ici c'est les valeurs de f pour les trois valeurs de x. Maintenant, notre f de x est définie sur toute R. Ok, sur toute R. Et on peut la définir explicitement ici. Ok. Ici, on voit, si x est inférieur à 0, strictement à 0, il n'y a aucune valeur de x. Donc la probabilité, c'est 0. Donc f de x, c'est 0. Pour chaque x inférieur strictement à 0. Par exemple, f de moins 1, c'est 0. F de moins 1 demi, c'est 0, etc. Maintenant, si on prend x, c'est égal à 0. Donc f de 0, c'est 1 quart. Maintenant, si on prend x, compris entre 0 et 1, 1 n'est pas inclus, c'est-à-dire x est supérieur ou égal à 0 est inférieur strictement à 1. Alors, f de x c'est égal à f de 0. Donc la fonction de répartition est constante sur l'intervalle de 0 à 1. Elle est égale à 1 quart. Ok. Par exemple, f de 1 demi, c'est f de 0. C'est égal à 1 quart. F de 3 quarts, c'est toujours 0. Lorsqu'on arrive à 1, ça change. F de 1, non, ce n'est pas 1 quart. C'est les calculs ici. C'est 3 quarts. On ajoute la probabilité de 1. Maintenant, c'est x, y compris entre 1 jusqu'à 2. Par exemple, 1 demi. F de 1 demi, on ajoute. C'est toujours 3 quarts. F de 1,75, c'est toujours. Mais lorsqu'on arrive à 2, f de 2, non. F de 2, c'est 1 tout entier. Donc ça, c'est la définition. On a défini explicitement la fonction de répartition pour cet exemple particulier. Bien sûr, chaque variable aléatoire a sa propre fonction de répartition. Voilà, on peut représenter la loi de probabilité d'une variable finie par un diagramme en bâton. Donc ici, voilà, donc la probabilité de 1 puis de x égale à 1, c'est 1 demi. La probabilité de x égale à 2, c'est 1 quart, c'est 0,27. Et la probabilité de 0, c'est 1 quart. Pour la fonction de répartition, on peut également la définir par une fonction, dans le cas de variable finie, par une fonction en escalier. Voilà donc, on a f. Je ne sais pas si... Donc on a f, la fonction de répartition pour x, inférieure strictement à 0, elle est constante, f de x, c'est 0. Donc le graphe est confondu avec la demi-droite de moins l'infini à 0. 0 n'est pas inclus. OK. Maintenant, si x est compris entre 0 et 1, 0, 1 demi, etc., 1 n'est pas compté, alors f de x, c'est 1 quart. Okay, parce que c'est égal à pi de 0, il y a un seul couple, 1 quart. Okay. Maintenant, si x est compris entre 1 jusqu'à 2, c'est la somme. Donc f de x, par exemple f de 1, on l'a déjà calculé, f de 1, non, ici il y a une erreur. Ici il y a une erreur. Ok. Ici c'est pas 1 demi, c'est 0,75. Ok, c'est ça. Parce que ici f de 1, c'est pi de 0 plus pi de 1. Pi de 1, on l'a calculé, c'est 1 demi. Et pi de 0, c'est 1 quart. Donc ici, c'est une erreur sur le graphe. Donc il faut remonter ce segment jusqu'ici. Donc c'est 0,75. Parce que f de 1,
c'est la probabilité x inférieure ou égale à 1 qui est égale à la probabilité de 0 plus la probabilité de 1, parce qu'il y a deux valeurs dans l'intervalle de moins l'infini jusqu'à 1. Donc on somme les probabilités, donc 1 quart plus 1 demi, et on trouve 0,75. Donc ce segment, on doit le remonter jusqu'ici. OK. Et cette même 3 quarts est la même pour chaque x allant de 1 jusqu'à 2. 2 n'est pas compté. F de 2, c'est 1. Et la même chose pour chaque x supérieur à 2. C'est 1. F de x est constante. On remarque que la fonction de répartition est croissante. Et on remarque que les deux dernières propriétés qu'on a admises, f de moins l'infini, c'est 0. Et f de plus l'infini, c'est 1. Parce que pour x supérieur à 2, la fonction est constante est égale à 2. On s'arrête là et on continuera la prochaine séance avec les caractéristiques d'une fonction de répartition d'une variable aléatoire définie par une densité. Parce que la fonction de répartition est plus importante pour les variables aléatoires définies par une densité parce qu'on peut l'utiliser directement et par une formule simple dans les calculs de probabilité. Merci de votre écoute et à la prochaine séance.